Bonjour à toutes et à tous. Donc, il est 8 heures. Avant de commencer, je vais vous demander de couper vos micros, s'il vous plaît, pour éviter les interférences. Pour votre information, vous recevrez par mail d'ici quelques jours certains des PowerPoint qui seront présentés, le lien de la vidéo et des références bibliographiques pour aller plus loin sur le sujet pour que cela intéresse. Sinon, après, vous retrouvez aussi toutes nos vidéos Art Café sur notre site internet. Il y aura un temps d'échange à la fin de l'intervention. Vous pouvez écrire vos questions et on les traitera du coup sur ce temps qui est dédié. Donc, je suis un peu à l'affût sur le chat, donc n'hésitez pas. Donc, moi, je me présente, je suis Aurélie Louchard, je suis infirmière coordinatrice à l'association Arca Sud. Je suis accompagnée aujourd'hui du docteur Elisabeth Froger, du docteur Salim Mezache, tous deux pharmacologues au CEIP Addictovigilance PACA Corse, au service de pharmacologie clinique et pharmacosurveillance à la PHM. J'ai également Jacques Porot de Baliancourt, responsable de projet addictologie au laboratoire Cévidra, et Olivier Schmitt, qui est responsable des partenariats et du développement scientifique au laboratoire Etifarm. Donc, ils vont tous aborder la question des overdoses et sur le rôle que nous avons tous à jouer. En effet, il est important d'aborder cette thématique quand on sait que chaque année, des millions de Français bénéficient d'une prescription d'un médicament antalgique opioïde, des antidouleurs qui sont puissants mais hautement addictifs. La surprescription de ces médicaments antalgiques opioïdes, dont l'oxycodone, est considérée comme le déclencheur de la crise sanitaire dite du fentanyl, qui a déjà fait plus d'un demi-million de morts aux États-Unis. Entre 1999 et 2021, on a quand même près de 280 000 personnes qui sont décédées d'une surdose impliquant un opioïde qui est obtenu sur prescription médicale. Et rien qu'en 2021, ces substances ont causé 45 décès par jour. Bien qu'aujourd'hui en France, la consommation des opioïdes n'atteigne pas le niveau des États-Unis ou de l'Angleterre, elle est quand même en augmentation. Et comme l'indiquait la Haute Autorité de Santé en 2022 aux médecins pour éviter une banalisation des prescriptions. Et enfin, entre 2000 et 2017, le nombre d'hospitalisations en lien avec la consommation d'antalgiques opioïdes obtenus sur prescription médicale est passé de 15 à 40 pour 1 million d'habitants. Et sur 15 ans, donc entre 2000 et 2015, les décès liés à leur usage ont augmenté de 1,3 à 3,2 pour 1 million d'habitants, avec au moins à peu près 4 décès par semaine, c'est ce que note l'ANSM. Donc, j'ai un présent, je vais laisser la parole du coup au docteur Elisabeth Froger et au docteur Salim Mezache pour présenter voilà, leur PowerPoint et nous dire un petit peu où on en est aujourd'hui sur les opioïdes. Merci. Merci beaucoup. Donc, merci à l'équipe d'Arca Sud de nous avoir sollicité pour venir vous parler des actions du programme POP. Donc, je vous mets mon diaporama. C'est bon, vous le voyez? Très bien. On est bon. Super. Donc voilà, l'objectif, c'est de vous parler des actions du programme POP. Donc, POP, c'est pour prévention et réduction des risques des surdoses liées aux opioïdes. Et donc, c'est un projet qui est porté par le CEIP Addictovigilance PACA Corse et qui est financé par l'ARS PACA depuis 2020. Donc, pourquoi POP? Donc, comme vous l'avez dit en introduction, on a en France une exposition importante aux opioïdes. Donc, comme vous le savez, les opioïdes sont des médicaments essentiels dans la prise en charge de la douleur et des addictions, avec les traitements de substitution méthadone et buprenorphine, et aussi des antalgiques opioïdes. Et si on regarde un peu plus les données de remboursement de l'assurance maladie, en 2023, il y avait plus de 9 millions de Français qui avaient eu au moins un remboursement de médicaments opioïdes au niveau national, et ce qui fait environ 700 000 en région PACA. C'est majoritairement les antalgiques, mais on a aussi les MSO. On a également eu l'émergence des opioïdes de synthèse, donc comme les fentanyloïdes déjà il y a plusieurs années. Et là, plus récemment, les opioïdes de synthèse, et donc le réseau français d'addictovigilance avait déjà fait un communiqué sur la circulation des nitazenes qui viennent d'être classés stupéfiants par la NSM avant l'été.
Comme vous le savez, les opioïdes, ça peut s'accompagner de pharmacodépendance, de mésusage, de troubles de l'usage, et ces risques peuvent entraîner des dommages sanitaires tels que des surdoses. D'après les données des dispositifs DRAM et DTA du réseau français d'addictovigilance, on voit que la majorité des décès en France sont liés à des opioïdes. Donc, la différence DRAM, c'est dans un contexte d'abus. Et 78% des décès sont liés à opioïdes. Et donc, si on rapporte ça par rapport à l'effectif, ça fait plus de 9 décès par semaine en France liés aux opioïdes. Ouais, les slides ne défilent pas. Ouais, excusez-moi, Elisabeth, les slides ne défilent pas, alors je ne sais pas si c'est normal ou pas. Alors, si j'enlève comme ça, vous les voyez? Et si je passe? C'est bon. Là, comme ça, vous les voyez? Oui, on les voit à chaque fois. Ouais. Ok. Et donc, celle-là, vous ne l'avez pas vue? Non. Mais en fait, on n'a vu aucune, on est resté sur la page de présentation. D'accord, ok. Bon, je passe à la suivante avec le graphique. Donc, drame, c'est dans un contexte d'abus. Et si on regarde la répartition des opioïdes responsables des décès, on retrouve quand même majoritairement la méthadone qui représente 40% des décès, suivi de l'héroïne 29%. On a aussi des médicaments opioïdes et la buprenorphine 7% des décès. Le DTA, c'est un autre dispositif où là, c'est hors contexte d'abus, donc c'est dans un contexte thérapeutique, voire suicidaire. Ah oui. Et on a quand même le tramadol qui représente 35% des décès. Okay. Excusez-moi si c'est possible de couper vos micros parce que du coup, on n'entend pas la présentation. Merci beaucoup. Donc, les décès par surdose peuvent être évitables et donc la prévention repose sur un bon usage des opioïdes, une meilleure connaissance des risques, une rétention des patients sous TSO, mais il y a aussi justement la mise à disposition de l'analoxone. Il faut savoir que la majorité des décès surviennent en présence d'un témoin et qu'on a donc la chance d'avoir un antidote. Donc, je vais revenir dessus. Et de toute façon, il va y avoir des présentations là-dessus. Et grâce aux données Oppidum, on voit donc auxquelles les structures, hein, les XAPA, les CARUD, les ELSA, les services addictos participent, hein, et je les remercie. On pose la question justement sur l'analoxone et donc on voit qu'il y a une augmentation de la mise à disposition de l'analoxone, mais après ça dépend si on regarde le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, parce qu'actuellement 34% des consommateurs d'opioïdes en structure ont sur eux l'analoxone, mais ça représente quand même 2/3 qui n'ont toujours pas de naloxone, donc il y a encore un effort à faire pour la diffusion de naloxone. Et grâce aux données Oppidum, on pose aussi la question, est-ce que vous l'avez utilisé dans l'année? Et il y a quand même 3% qui l'ont utilisé, donc on peut peut-être se dire 122 vies potentiellement sauvées grâce à la naloxone. Donc, l'analoxone, il va y avoir d'autres présentations dessus. C'est un antagoniste spécifique des récepteurs opioïdes. Et donc, c'est un traitement d'urgence des surdoses aux opioïdes. Et donc, historiquement, il était réservé aux professionnels de santé pour gérer justement une surdose dans un contexte d'urgence sous forme injectable. En 2014, l'OMS a émis des recommandations pour mettre à disposition des témoins l'analoxone pour que la personne ait son naloxone sur elle et qu'on puisse lui administrer en attendant l'arrivée des secours. Donc, ça permet de gagner du temps. Actuellement, alors initialement en juillet 2016, il y avait le Nalspu qui était disponible jusqu'en décembre 2020, puis d'autres formes, d'abord Prenoxade en juin 2019, puis Nixoïd en septembre 2021 et plus récemment, depuis octobre 2023, Vintisol. On peut se poser la question de l'analoxone pour qui? Donc, dans les fameuses recommandations HAS dont vous avez parlé, il est dit qu'il est recommandé d'évaluer systématiquement la pertinence d'une prescription et d'une dispensation de naloxone. On retrouve dans ces recommandations de l'HAS des algorithmes. Hein, là, vous avez un modèle sur le diaporama. Par exemple, pour la prise en charge d'une douleur aiguë, on évalue si c'est un patient qui a risque de faire une surdose et si oui, il est écrit qu'il faut prescrire l'analoxone à ce patient. Et donc, il y a certaines situations à risque, comme l'initiation d'un traitement, la perte de tolérance, c'est-à-dire il y a eu un sevrage où la personne a arrêté et va reprendre à la même dose son opioïde. Les situations de mésusage, on prend des doses plus importantes, on va rechercher des effets psychoactifs, on va détourner la voie d'administration. Des associations à risque avec d'autres dépresseurs respiratoires, l'alcool, les benzodiazépines, d'autres opioïdes et les gabapentinoïdes.
Les patients aussi qui ont certaines comorbidités. Et donc là, vous avez le détail sur ces diapos. Et aussi, on sait justement, hein, comme on a vu avec la méthadone, il peut avoir ces situations à risque de surdose. Et là, c'est des illustrations, en fait, pour un peu plus voir ces situations-là de surdose qui surviennent dans des contextes très variés avec des tableaux cliniques qui peuvent être sévères. Ça, c'est à partir des observations cliniques que nous avons, soit en addictovigilance, soit en pharmacovigilance. Par exemple, un homme traité par méthadone 20 mg par jour, donc c'est vraiment une faible dose, au début délivrance quotidienne, puis tous les 3 jours, puis hebdomadaire. Et finalement, il a eu un contexte d'anxiété et donc il a surconsommé, il a pris son traitement de la semaine en une seule fois, soit 140 mg, il a fait une surdose. Un autre homme qui a été hospitalisé, il a eu des signes de manque et en fait, il a dit avoir consommé codéine et tramadol et en fait, il a surestimé, de peur de manquer, il a surestimé ses consommations de codéine et tramadol et donc il a fait un surdosage. Mais il peut y avoir aussi un surdosage suite à l'instauration de méthadone. Il peut y avoir aussi des surdosages dans des contextes douloureux. Un homme qui a une sciatique hyperalgique qui va consommer une boîte de tramadol et une boîte de lamanine dans un contexte de douleur sciatique très invalidante. Et donc, il va être somnolent, faire une hypotension et nécessiter une prise en charge en réanimation. Et également, une femme âgée qui est traitée par oxycodone pour des douleurs rachidiennes. Elle a des douleurs neuropathiques, on va rajouter de la prégabaline. Elle est anxieuse, on va rajouter de l'oxazépam, donc on rajoute d'autres dépresseurs respiratoires. Et donc, elle a été retrouvée en Glasgow 3. Donc ça, pour vous dire que finalement, c'est vrai que nous, on a souvent des retours, mais à qui je dois prescrire la naloxone? Finalement, au vu de ces situations très complexes et la multitude de contextes qui peuvent engendrer une surdose, finalement, la naloxone pour tous, au moins tout le monde aurait sur soi son antidote. Donc, POP, c'est dans ce contexte-là que le CIP Addictovigilance a répondu à un appel à projet de l'ARS. Pourquoi? Parce qu'on a ces missions de vigilance sanitaire sur l'évaluation des conséquences sanitaires liées à l'usage des substances psychoactives. Et donc, on a un ancrage territorial fort, nous, en région PACA-Corse. On est en lien depuis très longtemps avec de nombreux professionnels de santé. Et donc, on a proposé de faire une déclinaison territoriale et opérationnelle de la feuille de route du ministère, prévenir et agir face aux surdoses. Et les objectifs, c'est de mettre en place des actions de proximité et d'aller vers pour améliorer la prise en charge des patients à risque de surdose, améliorer les pratiques professionnelles et faciliter la diffusion de naloxone. Donc, on a commencé à cibler au départ les médecins généralistes, toutes les structures douleurs de PACA, toutes les structures spécialisées dans la prise en charge des addictions, également un work package spécifique vers les patients. Et on a étendu le projet en octobre 2023 vers les pharmaciens d'officine et également une phase pilote auprès des pompiers des Bouches-du-Rhône et des urgences avec les urgences de la PHN. Le but, c'est de proposer donc des actions de proximité et d'aller vers avec des formations sur mesure et réaliser et diffuser des supports adaptés aux besoins. Et donc, au départ, en fait, pour être au plus près de la réalité du terrain, on a fait des états des lieux qui mettent en avant qu'il y a une faible diffusion de naloxone et que les échelles ORT et POMI, qui permettent de repérer le mésusage, sont peu utilisées. À l'époque, c'était en 2021, 2022, les médecins généralistes, il y en avait la moitié finalement qui ne connaissaient pas la naloxone prête à l'emploi et aucun n'en avait prescrit. Et ils utilisaient très rarement les échelles. Et les médecins de la douleur connaissaient mieux la naloxone, mais finalement, ils n'étaient pas beaucoup à le prescrire, mais ils étaient enclins à en prescrire si jamais ils avaient un protocole. Et des difficultés ressorties, c'était que les patients n'étaient pas toujours enclins à aborder le sujet. C'est difficile de trouver un rendez-vous vers un spécialiste. La formation était insuffisante. Donc, il y avait des difficultés qui étaient ressorties. Côté structure addiction, alors pareil, tout dépend comment on voit. Il y a 2/3 des structures qui dispensaient déjà la naloxone, mais 1/3 n'en dispensait toujours pas. Et le nombre de kits dispensés est très, très variable d'une structure à une autre. C'était 20 en moyenne, ça allait de 1 à 100 kits en 2020. Et c'était proposé finalement dans une minorité des cas à tous les consommateurs d'opioïdes. Ça, c'était un état des lieux qui était fait en 2021.
On a eu des difficultés qui sont ressorties, c'est que souvent finalement les usagers ne connaissent pas l'analoxone. Il y en a qui ne sont pas concernés par le risque de surdose, c'était leur passé. Maintenant, ils sont sous traitement de substitution aux opiacés, ils ne se considèrent plus à risque de surdose. Pour certains professionnels, c'était difficile de proposer l'analoxone, l'antidote en même temps que le traitement, et ils avaient des peurs que finalement ça encourage des pratiques à risque. Certains avaient des réticences avec la forme injectable et la difficulté d'atteindre les personnes isolées. Des besoins étaient ressortis, des affiches qui permettraient de mieux communiquer avec le patient, avoir des formations, avoir des petites vidéos, un site internet. Par rapport aux échelles, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Des brochures à remettre aux patients et faire connaître l'analoxone en dehors du milieu d'addictologie. Donc, Salim va vous présenter un peu toutes les actions qu'on a menées dans le cadre du projet POP. Donc, pour répondre à ces besoins, on a mis en place un certain nombre d'actions d'aller vers et pour fournir des informations aux professionnels et aux patients. Donc, je vous présente quelques chiffres et ensuite je vais les détailler. Donc, il y a eu des formations sur site auprès des professionnels, des webinaires. Il y a aussi eu des ateliers auprès de patients usagers et un certain nombre de supports d'information, affiches, vidéos. Donc, premièrement, notre action d'aller vers, de former les professionnels de la région PACA à l'utilisation de l'analoxone, au risque des opioïdes et comment sensibiliser les publics qui sont accueillis à l'analoxone. Donc, depuis avril 2022, on se déplace au sein des structures de la région pour des présentations et des échanges avec des quiz, quelque chose de très interactif et de flexible qui s'adapte aux structures. Ça va de 1 heure à 1 journée selon les besoins de la structure. Donc, à ce jour, on a pu sensibiliser 37 structures d'addictologie et réduction des risques avec plus de 320 participants et 7 structures douleurs chroniques avec plus de 50 participants. On a également fait pour les médecins généralistes et les pharmaciens d'officine 4 webinaires d'information où on a eu presque 100 inscrits au total. Lors de ces interventions, on fait des ateliers de simulation à l'administration de naloxone où on permet déjà à l'équipe de se familiariser avec les différentes formes de naloxone disponibles. Et ensuite, selon ce que la structure veut mettre en place, on peut appuyer sur l'une ou l'autre des formes. Donc, les retours sont très positifs vis-à-vis de ces interventions. On continue à les mettre en place encore aujourd'hui. Et en plus de ça, chaque année, on organise un webinaire pour la journée du 31 août sur la Journée internationale de prévention des surdoses. Donc, cette année, c'était la 4e édition. Donc, ça, c'était vis-à-vis des professionnels. Et ensuite, on a voulu aussi mettre en place des choses pour les patients, les usagers accueillis dans les structures. Et on a conceptualisé un atelier éducatif sous forme de jeu qui s'appelle Quizopio. Et Quizopio, ça consiste à 4 quiz successifs à réaliser avec, en groupe ou en face à face avec des personnes utilisatrices d'opioïdes, que ce soit sous traitement ou à but récréatif. Durée flexible de 10 à 20 minutes. Là, vous voyez la photo à droite, c'était les prototypes. Et puis, on a travaillé avec notre chargé de communication sur une version un peu plus attrayante. Vous voyez les 4 mini-jeux, les 4 quiz qu'on fait avec les participants. Le premier quiz, on a une vingtaine de cartes avec le nom de substance et les personnes doivent repérer lesquelles sont des opioïdes et d'autres non. Ensuite, la même chose avec les symptômes de la surdose aux opioïdes, donc pour savoir bien repérer les signes. Enfin, un 3e quiz pour identifier les situations à risque de surdose. Ça peut être, voilà, comme on a vu sur les contextes, une recrudescence de douleur, une consommation après un sevrage, une initiation de traitement méthadone. Et ensuite, on fait un quiz naloxone vrai-faux. Donc ça, c'est le cœur de l'atelier. Et ensuite, on peut greffer la présentation des formes, la simulation. On peut greffer la présentation de vidéos, d'affiches, de flyers, etc. Donc, c'est quelque chose d'assez complet. Donc, Quizopio, on l'a co-construit avec des acteurs de terrain, notamment le XAPA Bus 3132. Et on l'a testé d'abord sur le terrain avec ce prototype. On a fait 5 ateliers au XAPA Bus 3132 et au CARU d'Assud Tipeee à Marseille. Et donc, on a vu qu'il y avait déjà une bonne satisfaction, que les personnes ressortaient en étant confiants de savoir réagir face à une surdose
et ils étaient intéressés par avoir un kit à la fin de l'atelier, ce qui était intéressant pour nous pour augmenter la diffusion de l'analoxone. Donc avec ces retours, on a amélioré le jeu et maintenant on poursuit sa diffusion en phase pilote. Donc nous, on continue d'animer des ateliers sur la région marseillaise et on permet à certaines structures volontaires de la région de pouvoir mettre ça en place de leur côté après une formation de façon autonome. Sur le site web de l'APHM, si vous êtes curieux, il y a une vidéo qui présente un peu plus le programme POP et en particulier ce jeu éducatif. Donc ça, c'était vis-à-vis des actions sur le terrain. Et pour accompagner ces actions, on a aussi élaboré un certain nombre de supports qui sont adaptés aux besoins qui ont été exprimés. Pour les patients, on a créé pour le moment 2 plaquettes sous forme de BD. La première vraiment très générale sur les règles d'or d'un traitement parentalgique opioïde. Et on va les décliner ce format avec différents thèmes. Et là, le premier thème décliné, ce sont les symptômes de sevrage. Pour informer finalement les patients de tout ça, ça peut être adapté dans des structures, ça peut être aussi adapté chez le médecin généraliste ou dans les pharmacies. Et donc là, ça a été diffusé lors de la journée mondiale de la douleur en 2023. Et on va continuer d'utiliser cette journée-là pour diffuser un maximum d'informations. Pour les structures, une des demandes qui était ressortie, c'était d'avoir des affiches. Voilà, déjà d'avoir un support pour que les personnes qui viennent dans la structure entendent déjà parler de l'analoxone et ensuite aient un certain nombre d'informations. Donc, on a 3 affiches qui présentent l'analoxone, les situations à risque et reconnaître les signes et agir, qui ont été traduites en 8 langues pour pouvoir permettre de s'adapter à tous les publics et qu'on diffuse aux structures de la région qui nous demandent par mail ou via le site, où on les imprime et soit on les poste ou on les amène lors des interventions. Donc, il y a plus de 3000 affiches qui ont été imprimées. C'est disponible dans au moins 30 structures. Donc, c'est vrai que quand on se balade dans la région, parfois, on les voit. Et on les utilise aussi dans les stands régionaux. Un des besoins, c'était aussi d'avoir un support vidéo pour les professionnels qui, lors de la dispensation de naloxone, voulaient avoir en 5 minutes toutes les infos à donner aux patients. Comme ça, on le regarde ensemble et en 5 minutes, on sait utiliser la naloxone. Donc, on a créé cette vidéo en 2022 qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Et en 5 minutes, ça permet de savoir comment reconnaître les signes, comment utiliser les différentes formes de naloxone. Elle va être traduite également. Pour le moment, elle est disponible en anglais, mais également en 8 langues. On a créé un site internet, vous avez le lien ici et le QR code pour retrouver toutes ces ressources. Et également, comme à chaque fois qu'on fait des présentations, il y a toujours beaucoup de questions. On a compilé toutes ces questions dans une foire aux questions sur l'analoxone des opioïdes. Donc, n'hésitez pas à aller la consulter si vous avez des questions. Et s'il y a une question à laquelle vous n'avez pas la réponse, n'hésitez pas à nous contacter et on rajoutera ces questions à la foire aux questions. Dernier support qu'on a préparé, qui est aussi disponible sur le site, c'est pour les professionnels de ville, mais aussi à l'hôpital. C'est pour les médecins généralistes, c'était très concrètement comment je fais pour prescrire la naloxone. Donc, on a une plaquette aide à la prescription de naloxone. Pourquoi la prescrire? Les situations à risque, les différentes formes disponibles et des exemples d'ordonnances pour que le médecin puisse prescrire facilement la naloxone. On l'a décliné pour les pharmaciens d'officine avec une aide à la dispensation. Toutes les informations à donner lorsqu'un patient se présente avec une demande de naloxone. Et ces fameuses échelles ORT-POMI, comment repérer le mésusage avec, que ce soit les médecins généralistes, les pharmaciens, mais aussi les structures douleurs, par exemple, qui présentent ces 2 échelles faciles à utiliser en clinique. Donc, n'hésitez pas, vous avez les liens et les QR codes pour accéder au site internet. Vous avez tous les supports sur notre site. Et dernière chose qui s'éloigne un petit peu de l'information, mais cette fois-ci, la question, c'était très souvent les surdoses surviennent, mais on a très peu d'infos et même les professionnels qui suivent les patients ont très peu d'informations là-dessus. Comment s'est passée la prise en charge, quelles étaient les substances en cause, les contextes, etc. Donc, pour documenter au mieux tout ça, on a mis en place un réseau Sentinelle surdose sur la région qui permet chaque année d'avoir un tableau de bord sur le suivi
des surdoses dans la région et en analysant les contextes, de permettre de mieux les prévenir. Donc, pour le moment, on utilise les données qui nous sont remontées au centre d'addictovigilance. On a également 9 sentinelles, des professionnels de structure qui nous déclarent dès qu'ils ont connaissance d'une surdose. Et on va faire une analyse de données au niveau des données hospitalières de la région. Donc, en conclusion, c'est vraiment important par rapport, parce que pourtant, quand même, l'analoxone est disponible depuis juillet 2016 et malgré ce, elle est encore très peu diffusée. Donc, il faut faire régulièrement de la pédagogie, il faut aller sur le terrain. Donc, nous, on essaye de cibler, dans le cadre du programme POP, tous les professionnels qui rentrent dans le parcours de soins des patients et des usagers et de continuer régulièrement cette pédagogie en allant sur le terrain. Et c'est vraiment important aussi de déstigmatiser le risque de surdose et l'analoxone et d'être un peu dans cette idée l'analoxone pour tous. Donc, n'hésitez pas à retrouver, on a fait là le dernier flyer qu'on a diffusé là, fin août, la boîte à outils POP. Vous avez le QR code et si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter par mail. On peut les éditer pour vous et vous les envoyer si vous voulez les diffuser aussi de votre côté. Voilà, on vous remercie. Merci beaucoup à tous les deux pour votre présentation qui était très riche. Maintenant, on va laisser la place à Jacques Porot de Baliancourt qui va nous présenter son produit. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter donc le Ventisol. Donc, moi, je fais partie donc, de la société Cévidra. Donc, le Ventisol, donc, c'est un spray, donc, un spray de naloxone. En fait, le titulaire de l'AMM, c'est un laboratoire norvégien qui s'appelle DNE Pharma, qui est spécialisé en addictologie et qui ont développé donc le Ventisol dans les années 2020. Et nous, aujourd'hui, donc, Cévidra, nous sommes l'exploitant et le distributeur du Ventisol sur la France. On est basé à Grasse. Et voilà. Et Cévidra est un laboratoire qui est plutôt axé sur les accès précoces, mais au cours de différentes rencontres avec des laboratoires, on a rencontré donc DNE Pharma qui nous a demandé s'il y avait la possibilité donc, voilà, de pouvoir distribuer, suite à une demande des autorités sanitaires françaises, de pouvoir distribuer le Ventisol. Donc le Ventisol, donc, il se présente voilà, dans un étui rigide. Donc le Ventisol, donc, dans ce spray, donc, il y a 2 sprays à l'intérieur de l'étui. C'est de l'analoxone qui est dosé à 1,26 mg. Aujourd'hui, le Ventisol, comme le Prénoxane, n'a pas besoin d'avoir une prescription médicale obligatoire pour être prescrit. À la différence, pour être remise, à la différence du Nixoïde, où il y a besoin d'avoir une prescription médicale obligatoire. Donc la date de commercialisation du Ventisol, c'était le 16 novembre 2023. Nous avons eu l'agrément en collectivité le 5 juillet 2024, qui va permettre aux établissements publics de pouvoir le commander. Par contre, aujourd'hui, nous ne sommes pas encore remboursés. Donc un patient qui a une prescription d'un médecin pour aller en pharmacie pourra être délivré, mais il n'est pas aujourd'hui remboursé par la Sécurité sociale. Voilà comment il se présente. Donc c'est une boîte verte. À l'intérieur, donc il y a cet étui rigide autour avec un élastique pour bien dire qu'il faut d'abord appeler les secours avant d'utiliser donc l'analoxone, le Ventisol. Et à l'intérieur, donc vous avez les 2 sprays dosés 1,26. Donc DNE a développé un packaging, on va dire, qui soit assez sympa, comme on disait tout à l'heure, pour un peu démocratiser et démystifier l'analoxone, avec voilà, qui puisse se mettre dans un sac pour pas qu'il soit abîmé ou dans une poche, ce qui plaît aujourd'hui fortement aux usagers qui utilisent le Ventisol. Donc comment on l'utilise? Donc aujourd'hui le Ventisol, c'est donc 2 pulvérisations de spray. Donc on commence par un spray et au bout de 2 à 3 minutes, si la respiration n'est pas stabilisée, on utilise le 2e spray. Donc on met à disposition des guides d'utilisation auprès des centres et des usagers. Et nous avons également donc un site développé par DNE, qui est ventisol.com, où on retrouve les vidéos d'utilisation ainsi que les brochures pour les professionnels de santé et les patients. Donc voilà les brochures. Et juste pour information, aujourd'hui, donc le Ventisol a uniquement l'AMM, l'indication chez les adultes. On n'a pas encore de données chez les enfants et les adolescents.
Donc, nous n'avons pas les mêmes chez les enfants et les adolescents. Et donc, chose importante, hein, comme tout, c'est le ventisol. Il faut vraiment appeler d'abord les secours avant d'utiliser, puisque comme vous savez, la naloxone a une demi-vie qui est plus courte que les opioïdes. Donc, il faut qu'il y ait une prise en charge ensuite par les secours pour pouvoir vraiment prendre en charge le patient correctement. Voilà, si vous avez des questions. Merci Jacques, on fera les questions tout après à la fin. Merci beaucoup. Mais du coup, je laisse la place à Olivier Schmitt. Allez-y. Merci. Alors, le temps de partager mon diaporama. D'abord, je commencerai par vous remercier, toute l'équipe d'Arcia Sud, de m'avoir proposé d'intervenir. C'est toujours un plaisir d'abord de vous rencontrer et puis d'échanger sur des thématiques environnementales. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Olivier Schmitt, je suis responsable des partenariats et du développement scientifique pour les laboratoires Equifarm. Donc, je ne suis pas rattaché à la promotion du médicament. Et puis, avec Madame Louchard, on s'était convenu pour que je vous présente pas le prédoxade en lui-même, mais plutôt ce qu'on mettait autour pour accompagner la commercialisation, aider les soignants et comment on pouvait aider aussi pour communiquer auprès des patients. Donc j'ai juste quelques slides. Je vous présente quand même le laboratoire Equifarm, qui est un laboratoire français qui, on va dire, on agit sur deux champs d'activité. La prise en charge de la douleur, puisque c'est nous qui commercialisons la gamme morphine avec le Skenan, Actiskenan, et puis depuis juillet l'an dernier, l'Actiskenan orodispersible. Je vous en parle parce que c'est l'équipe de Marseille l'a bien précisé. La naloxone est aussi valable en prévention des opioïdes prescrits contre la douleur. Donc ça veut dire qu'on a des actions aussi auprès des équipes douleur pour prévenir les overdoses. Et puis l'autre champ d'activité, c'est la prise en charge des addictions, donc alcool avec le Baclocure, et puis les opioïdes avec Orobupré, qui est un lyophilisat oral de buprenorphine. Et j'en profite pour rappeler aussi que le premier outil, on va dire, pour aider à réduire le risque d'overdose, c'est de donner accès aux traitements de substitution et aux médicaments de substitution opiacés, qui sont maintenant appelés les TAO. Donc, on a une équipe de 16 attachés scientifiques régionaux sur toute la France. Donc, ça veut dire que vous avez des correspondants locaux. Et pour la région sud-est, vous avez 2 personnes, Cindy Kiss et Mehdi Bernard. Vous avez leurs coordonnées. N'hésitez pas à les contacter. C'est eux qui pourront vous remettre les documents, ou je vous en parlerai sur la dernière slide, comment on peut procéder pour vous envoyer les supports. Alors, en fait, le mieux pour traiter ce sujet, c'était de partir du site internet qu'on a mis en ligne dès la commercialisation du Prénoxade, donc www.prenoxade.fr. C'est un site qui est dédié aussi bien aux soignants qu'aux patients, et il est accessible depuis 2019 et il est accès libre. C'est-à-dire que toutes les rubriques à gauche que je vais détailler rapidement, les patients peuvent aller chercher des documents, les soignants peuvent aller chercher des documents, et vous allez voir qu'il y a des supports écrits qui peuvent être imprimés, mais aussi des vidéos. Donc en fait, on n'a rien inventé par rapport à ce que vous faites avec POP. Hein. Ça, on va dire que c'est complémentaire, c'est à disposition, il n'y a pas du tout de concurrence, mais voilà, c'est des outils en plus qui peuvent être diffusés. Alors, en ce qui concerne les soignants, j'ai ciblé une rubrique que vous voyez ici, carte patient et autres documents. Quand vous allez sur cette rubrique, vous avez un listing de documents à disposition que vous pouvez télécharger en PDF. Par exemple, le guide Prénoxade à destination des professionnels de santé, ça vous donne la fenêtre qui s'ouvre en haut à droite. C'est un PDF. Ce document, on peut vous l'envoyer, il peut être remis par nos collaborateurs et vous pouvez aussi le télécharger pour l'imprimer si vous le souhaitez. Checklist de formation sur le Prénoxade. Alors, tous les documents qu'on a mis en place en 2019 étaient liés à un plan de gestion des risques qui accompagnait la commercialisation du Prénoxade, et c'est ce qu'on appelle les mesures pour minimiser les risques. Et dedans, l'Agence du médicament nous avait demandé d'interroger les équipes, ou en tous les cas de mettre à disposition des documents pour essayer d'évaluer comment la formation autour de la naloxone était faite, d'un point de vue quantitatif et qualitatif. Et puis, il y avait une volonté aussi d'essayer de récupérer des données sur l'utilisation des kits. Donc, vous avez un ensemble entre la checklist de formation, comment a été utilisé le Prénoxade, le bilan de formation des équipes,
Nous, on ne les remet plus parce qu'en fait, l'agence nous a demandé, nous a dit que c'était plus la peine de les remettre après ces années de commercialisation, mais elles sont toujours disponibles. Ça peut peut-être vous aider, notamment avec la checklist de formation et un listing de tous les points que vous devez aborder avec le patient sur ce qu'il devrait connaître sur le risque d'overdose et puis comment réagir. Donc ça, vous pouvez les imprimer et vous, ça vous donne un espèce de pense-bête pour voir si vous avez abordé tous les points. Comment a été utilisé le Prénoxade? Et c'est une vraie question, en fait, à ce jour, il me semble, parce que je vais passer la question aussi dans les commentaires. On a peu d'éléments qui nous disent exactement combien de vies ont sauvé l'équipe de naloxone. Alors, on a des remontées par les équipes qui nous le disent, mais parfois, c'est pas remonté au centre de pharmacovigilance et du coup, on manque de données. Et ce questionnaire était fait, en fait, l'équipe soignante devait remplir ce questionnaire à chaque fois qu'il y avait une nouvelle demande de Prénoxade. C'est un patient qui venait, à qui on avait déjà donné un Prénoxade, il revenait et il disait, docteur ou madame, est-ce que je peux avoir un autre kit? Et là, l'équipe devait lui demander, mais est-ce que vous l'avez perdu? Est-ce que vous l'avez utilisé? Si vous l'avez utilisé, est-ce que ça a sauvé une vie? Voilà, tout un tas de questions comme ça qui étaient censées nous donner, on va dire, un peu plus d'informations sur le réel impact. Pour les patients, on va dire que cette partie carte patient, autres documents, c'était un peu plus destiné aux soignants. Pour les patients, alors là, vous avez une succession d'informations. D'abord, que contient le kit Prénoxade, comment injecter le Prénoxade, et là, vous avez des vidéos qui peuvent être installées sur les téléphones portables. Il suffit de copier le lien, de mettre sur le dashboard du téléphone, et vous les avez. Je ne vous les montre pas parce que je craignais que la technologie ne nous permette pas de les partager, mais n'hésitez pas à aller jeter un œil. Je pense que c'est complémentaire aussi du projet POP. Et puis, des informations un peu plus générales sur la position latérale de sécurité, pareil avec des vidéos. Donc tout ça, vous pouvez aller fouiller sur le site internet, donner les coordonnées à vos patients, c'est en accès libre. Et puis dans les autres actions qu'on met en place, nos équipes sont disponibles pour des staffs, des rendez-vous, et en fin 2018, quand on a commencé à parler du Prénoxade, il y a une activité très soutenue auprès des CARUB, des XAPA et des services addictologie pour réaliser des stables d'information où justement ces documents étaient présentés en plus du produit. Euh, nos attachés scientifiques régionaux sont toujours disponibles, il suffit juste de fixer rendez-vous, même si ça a déjà été fait, il n'y a pas de problème. Je vous ai dit, tous les documents qui sont sur le site internet peuvent être remis en format papier, soit via nos équipes, soit en demandant sur le mail qui est juste en dessous, scientifique@etifarm.com, ou en me contactant, il n'y a pas de problème. Et on pourra vous faire des envois ou des envois par PDF. Il y a aussi une littérature assez récente sur l'utilisation de l'analoxone que je peux envoyer, il suffit juste d'en faire la demande. Notamment, il y a quelques publications sur l'utilisation de la forme nasale et injectable. Est-ce qu'il y en a une qui serait plus efficace que l'autre? Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que les deux sont efficaces. Et l'information qu'on retrouve aussi dans la littérature, c'est que ces kits ne sont, on va dire, on optimise leur efficacité uniquement si il y a eu en amont tout le travail de formation et de sensibilisation auprès des patients. C'est-à-dire que donner des kits comme ça sans information, on sait que l'impact n'est pas le même. D'où l'importance de prendre le temps d'expliquer aux patients et puis l'importance de tous les documents que vous mettez en place et des actions que vous mettez en place aussi. Et puis un peu plus largement, on a aussi des webinaires qu'on organise. Il y en a eu un notamment sur les alertes nitazènes en France, qui a eu lieu le 3 juillet, dont certaines personnes présentes ont participé et que je remercie encore. Et puis la prochaine soirée à venir va traiter du craving. Elle sera animée par le professeur Fatseas de Bordeaux, il y aura Benoît Trojac de Dijon, Julien Nicolas Cabé et Patrick Bendimerat de La Rochelle. Donc c'est des webinaires qui sont ouverts à tous les professionnels de santé. N'hésitez pas soit à me les demander, soit à les demander à nos collaborateurs. Et encore une fois, je vous dis un grand merci pour l'invitation et pour l'écoute. Et on est disponible. Merci beaucoup, Olivier. Merci à tous nos participants pour vos présentations. Donc, il ne faut pas hésiter maintenant si vous avez des questions. Alors, il y avait quelques questions qui sont apparues sur le chat. Il y en a où je crois qu'on a répondu, d'autres non.
Lors des inscriptions, il y avait une question qui était ressortie, qui, je crois, était un peu reposée là, mais formulée d'une autre façon sur le chat. C'était quelles mesures pourraient être prises pour que le respect de l'ordonnance de délégation de la méthadone soit respecté par les médecins libéraux? Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui souhaite répondre à cette question. Alors, est-ce que la personne peut préciser un peu, voilà, en termes de respect, qu'est-ce qu'elle entend par là? Est-ce que c'est d'emblée une primo-prescription par le médecin généraliste? Voilà, qu'est-ce que c'était? Alors, je ne sais pas si la personne veut bien prendre la parole. Après, je pense que c'est la même qui a mis que la méthadone était responsable de 40% des décès, qu'il n'y avait pas de respect de la prescription initiale par un XAPA, ni d'ordonnance de délégation par médecin de ville. Ouais. Parce que généralement, en effet, il y a la méthadone, en fait, qui est un très bon médicament, très utile comme traitement de substitution, mais en fait, il a des spécificités pharmacologiques, que ce soit au niveau de sa pharmacodynamie et sa pharmacocinétique, qui fait que c'est un médicament qui est quand même délicat, un maniement complexe, avec une demi-vie très longue, de nombreuses interactions. Il y a aussi un effet cardiaque avec la méthadone. Et ce qui fait que c'est vrai que c'est tout l'intérêt. Pourquoi, en fait, au moment de la politique de réduction des risques a été mise en France, c'était un accès libre à la buprenorphine qui peut être prescrit par n'importe quel médecin généraliste parce que c'est un agoniste partiel et donc justement on limite ce risque de surdosage par rapport à la méthadone qui est un agoniste complet avec ses spécificités pharmacologiques qui était limitée en primo-prescription justement au XAPA. Donc c'est vrai que c'est tout l'intérêt avec cette augmentation progressive des doses. Et quand on analyse un petit peu la survenue de ces surdoses, c'est multifactoriel. Soit c'est à l'initiation, soit sinon c'est le patient qui peut être en situation de mésusage et qui continue de consommer de l'héroïne, ou qui va, l'exemple là, de surconsommer, où on a aussi quelques cas d'injection avec la méthadone. Donc c'est pour ça qu'il y a cette politique qui est différente entre la buprenorphine, qui a un accès libre primo-prescrite par les médecins généralistes, et la méthadone, qui a un accès beaucoup plus encadré parce qu'il y a ce risque de surdose. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce suivi au début par les structures spécialisées et après un relais vers le médecin généraliste avec cette fameuse ordonnance de délégation. Merci Elisabeth, je pense que vous avez répondu, en tout cas pas hésité. Joie, désolée, mon micro ne fonctionne pas. Ouais. Sur notre site, vous pouvez retrouver, on a fait une vidéo justement sur la méthadone qui reprend les spécificités pharmacologiques de la méthadone avec toutes les interactions qu'il peut y avoir. Donc, il ne faut pas hésiter à consulter notre vidéo. Super, merci. Alors là, c'était un petit peu plus spécifique sur la région de Marseille. Ah, dans la région de Cannes, les médecins et les pharmaciens ne connaissent pas l'existence de l'ordonnance de délégation, je crois. Voilà. Ah oui, docteur Desrochers, Elsa Cannes, voilà, qui prend la parole. Et le micro ne fonctionne pas, du coup, c'est sur le chat. Oui. Voilà. Après, peut-être qu'il faudrait refaire un rappel là-dessus, sur les modalités de prescription et de délivrance de la méthadone. Oui. Après, c'est un petit peu plus spécifique sur Marseille. On a Ayatcha qui dit: dans quelle structure à Marseille peut-on orienter ces personnes en dehors des médecins? Alors, il y a les structures addicto, non? C'est vers, oui. Où il y a les structures d'addictologie pour s'il y a une problématique d'addiction. Donc, il y a pas mal de structures sur Marseille. Après, si jamais il y a une hospitalisation, il peut y avoir la clinique Saint-Barnabé et aussi l'hôpital d'Allo. S'il y a besoin d'une prise en charge avec une hospitalisation. Et je sais que ça, je fais plus le lien avec vous, Arca Sud. C'est ça, vous avez un numéro pour si on ne sait pas trop où orienter son patient. Alors nous, c'est vrai qu'on est plus sur le versant complications sanitaires, connaissance des produits. Après, sur l'orientation des patients, je pense que vous avez aussi, vous, Arca Sud, c'est ça la possibilité d'orienter vers telle ou telle structure.
Tout à fait, oui, oui. Si c'est vraiment spécifique, voilà, j'ai ma collègue qui a mis le numéro de la plateforme sur le chat. C'est un numéro unique et il faut juste appeler le département. Du coup, pour le 13, tapez le 13 et du coup, vous tomberez sur mes collègues du 13 qui seront appuyés à la pratique et conseillés, orientés. Voilà, quand il y a une problématique addictive, on ne sait pas trop où amener le patient ou orienter le patient. Bien sûr qu'on est là, c'est nos missions aussi. Voilà, on est complémentaires. Merci. Merci à vous. Je ne sais pas s'il y a des questions en direct. Ah, Michel. Oui, bonjour, Michel Gadard, je suis médecin généraliste et médecin coordinateur d'Arca Sud Vaucluse. Donc effectivement, Arca Sud est tout à fait euh, une bonne source d'information pour orienter les patients. Par rapport au sujet, moi je suis très embêté par le tramadol, qui est quand même un médicament qui est prescrit larga manu comme étant une chose magique qui a remplacé le paracétamol codéine dans les urgences parce que c'était soi-disant moins dangereux. Et on se retrouve tous avec des gens addicts au tramadol et du coup avec des risques de surdose, bien évidemment. Et je me demandais comment est-ce qu'on pouvait, pour arriver à faire passer le message que le tramadol n'était pas la solution magique, notamment aux urgences hospitalières. Parce que voilà, c'est très problématique. En même temps, voilà, pour continuer, l'analoxone, on essaie de la préconiser quand on voit des collègues en formation de médicale continue, mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est quelque chose qui a du mal à passer, que malgré les trucs officiels qu'on diffuse, malgré toutes les bonnes paroles qu'on leur donne, ça a vraiment du mal à passer. Et voilà. Et pour revenir sur la méthadone, oui, je suis étonné de cette histoire à Cannes, parce que franchement, c'est quelque chose qui est bien connu. En même temps, la méthadone, il y a eu des essais de méthadone en ville, de primo-prescription de méthadone en ville qui étaient plutôt assez efficaces, qui a été retoqué au bout d'un certain temps, mais ça pourrait être intéressant justement pour aider les médecins qui pourraient diffuser des prescriptions, enfin initier des prescriptions, et voilà, plein de choses. Je m'arrête. Le tramadol, pour rebondir, il y a eu un communiqué là récemment, justement, parce que c'est une grosse préoccupation nationale au niveau, nous, en addictovigilance. Donc, il y a eu maintenant des petits conditionnements qui ont été faits, justement, pour des traitements de courte durée, parce que le risque, c'est si on a une boîte avec plein de comprimés, le patient le garde, continue son traitement ou le garde dans l'armoire à pharmacie, et nous, après, ça peut être pris par des ados ou autres qui vont servir dans l'armoire à pharmacie. Donc, c'est vrai que nous, là, dans le cadre du projet POP, il y a cette notion du bon usage des médicaments, et on essaye de cibler de manière large pour, justement, c'est aussi dès l'initiation, faire comprendre quand on n'a plus mal, il faut arrêter, parce que souvent, on a ce côté où les personnes vont continuer et ça peut être de nouveau represcrit. Il y a aussi ce côté où il y a de la represcription. Donc, c'est tout le virage ambulatoire, en fait, où c'est un moment assez clé qui est important. Et justement, on essaye de travailler là-dessus pour tous les opioïdes. Et justement, il y a aussi typiquement le tramadol, où de temps en temps, on voit des tramadols avec des très fortes doses, alors que peut-être que de la morphine à plus faible dose. C'est pour ça que cette notion d'opioïde faible et fort est fausse, parce qu'on n'a pas peur du tramadol, on va avoir peur de la morphine, mais voilà, il y a toute une éducation, de la pédagogie à faire là-dessus. Dans les questions, j'ai trouvé ça intéressant. Alors, il y a Romuald qui avait répondu à la question, mais y a-t-il une limite d'action de la naloxone face à certains opioïdes puissants comme les nitazenes? Non, en fait, il y a pas de limite. La question, enfin, la naloxone reste un antidote efficace. La réalité fait, et c'est un petit peu ce que vous avez écrit, qu'il faut répéter la prise de naloxone. Puisque justement, le nitazène étant très puissant, la naloxone ne va pas chasser sur tous les récepteurs, donc il faut répéter la naloxone et donc avoir à disposition un peu plus de naloxone, enfin en tous les cas, probablement un peu plus que ce qu'on imaginait avant l'arrivée des nitazènes.
D'accord. Oui, nous, on a des retours d'addictovigilance d'utilisation où finalement, voilà, la naloxone au départ n'était pas efficace. Donc le risque, c'est, enfin, faut vraiment se dire, oui, mais ça peut être quand même une surdose. Donc il faut répéter les doses de naloxone parce que par rapport à d'habitude où normalement pour une overdose d'héroïne ou de morphine, ça marche d'emblée, alors que là, ça marche pas. Donc il faut répéter des doses plus importantes et répéter. Et de toute façon, ça ne se substitue pas au secours. C'est ça vraiment qui est très très important. Dans tous les cas, il faut appeler les secours. Et par rapport au nitazène, justement, un peu sur tous les opioïdes, il y a en Angleterre où ils ont fait justement un peu des recommandations pour les services d'urgence par rapport à des protocoles naloxone spécifiques, justement dans ce contexte-là avec des doses plus importantes. Voilà. Mais dans tous les cas, il faut avoir de la naloxone prête à l'emploi et contacter les secours en première intention. Merci. Tout l'intérêt des 5 doses de Prénoxade où on s'est toujours posé la question pourquoi il y avait 5 doses dans une seringue où a priori il fallait en mettre que 2. Mais bon, là en cas d'énitazène, ça doit être intéressant par contre. Mais il y a aussi le carfentanil qui arrive aussi sur le marché. Et comme je l'ai dit dans la zone de chat, je suis en train de faire mon mémoire sur la place de la naloxone en RDR. Et j'ai découvert effectivement le carfentanil. Et c'est un puissant opioïde qui est utilisé pour les vétérinaires qui agissent sur les bisons. Donc autant dire que c'est assez puissant. Et il est préconisé effectivement soit de faire plusieurs pulvérisations ou plusieurs injections selon si on utilise le Ventisol ou Prénoxade. Par rapport au nitazène, je parle sous le contrôle du CUP de Marseille, hein, mais il est préconisé lorsque vous avez un patient qui fait une overdose non expliquée, d'aller rechercher la présence des nitazènes. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas encore la réelle présence des nitazènes en France, il y a eu des alertes, mais on sait que les réactifs habituels ne les retrouvent pas. Donc c'est des réactifs spécifiques. Donc je vous encourage, à chaque fois que vous avez une overdose, sans forcément parler de décès, hein, et un patient vous décrit un surdosage ou une overdose, ben, peut-être d'aller rechercher s'il y a l'utilisation des nitazènes. Et la semaine dernière, j'étais sur un congrès à l'étranger avec des médecins d'un peu partout du monde, et je discutais avec des médecins du Royaume-Uni, et eux, ils sont en alerte plus. C'est-à-dire que les nitazènes, chez eux, ça y est, c'est arrivé. Qu'on peut imaginer qu'à un moment donné, on soit aussi à risque en France, d'où cette vigilance. Mais je crois qu'en France, de mémoire, j'ai vu ça hier, je crois qu'il y a eu trois cas de décès en France avec le nitazène, et je ne sais plus combien en Europe, et je sais qu'effectivement, il est déjà bien présent au Royaume-Uni, quoi. Oui, en France, il y a déjà des cas de décès, de consommation, et c'est vrai que c'est tout l'intérêt de faire ces analyses. Alors, soit au niveau prise de sang, aller dans un labo spécialisé, ou sinon de l'échantillon pour essayer de voir, parce qu'en effet, dans une analyse d'urine traditionnelle ou autre, ça va sortir négatif. Donc, il faut vraiment se baser sur la clinique. Si au niveau clinique, ça ressemble vraiment à une intoxication type opioïde, hein, avec troubles de la conscience, dépression respiratoire, myosite, mais le myosite peut être masqué par d'autres substances, hein, par exemple par la cocaïne. Il ne faut pas se poser de questions, il faut quand même administrer la naloxone. De toute façon, il n'y a pas de risque d'administrer cette naloxone. Et en effet, essayer d'investiguer, c'est tout l'intérêt de nous contacter, parce que nous, on fait tout ce travail de fourmi pour essayer de comprendre l'origine de cette surdose. Et donc, on peut justement, c'est tout le travail qu'a fait d'autres centres également d'addictovigilance quand il y a eu des cas sur leur région qui ont permis de mettre en évidence après la présence de nitazène dans les échantillons. Merci. Du coup, Romuald, vous aviez mis aussi, est-ce que Ventisol remplace Nalscu? Oui. Alors en fait, le Nalscu et le Ventisol en fait, n'ont rien à voir. C'était deux laboratoires différents avec deux développements différents. Oui. Donc aujourd'hui, il y a les deux présents sur le marché français, c'est le Nixoid et le Ventisol qui vient d'arriver là depuis un peu plus de 6 mois. D'accord, mais la molécule reste la même. Oui, c'est une naloxone, c'est l'analoxone. Ouais. Ok. Ouais. Il peut nous rester
2 petites minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que j'ai balayé toutes celles du chat, mais des remarques? Bah, écoutez, moi, c'est la première fois que je viens à Aircafé. Et du coup, je reviendrai parce que c'est très intéressant. C'est concis, c'est très simple, c'est pas médical. Parce que moi, je suis en train de, comme je vous l'ai dit, je fais le mémoire là, avec la PHP Kremlin-Bicêtre, Paul Brousse, avec le professeur Carilla. Et j'ai eu beaucoup de QCM où c'était très médical. Moi, je suis moniteur éducateur et patient expert. Et j'ai trouvé qu'il y avait des termes qui étaient assez médicaux. Et c'est ce que j'avais un peu peur ce matin en venant sur cette présentation. Et je m'aperçois que c'est très simple et très concis et très adapté. Le langage est très clair, enfin, en tout cas pour moi. Merci, je vous remercie pour ça. Merci à vous pour votre retour. Je vous en prie. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, bon, il est 56. Notre prochain Art Café, du coup, c'est le 1er octobre de 8h à 9h sur Sport, Santé, Addiction. Donc, il ne faut pas hésiter à venir vous inscrire. Pour ce qui est de la... Ah oui, c'est le 1er octobre. C'est pas la même date aussi que notre soirée Craving aussi. Donc, ça sera une journée riche en webinaire. Donc oui, on vous fera passer aux besoins. Et sinon, vous vous rapprochez directement de Olivier pour le support de soirée d'information sur le Craving, qui, je pense, va être hyper riche et intéressant. Je remercie à tous pour votre participation. Je remercie à tous mes intervenants. C'était un réel plaisir de vous écouter. Ça nous a vraiment éclairé sur la situation des opioïdes. Et on compte sur vous pour être nombreuses et nombreux pour partager notre nouvelle thématique au 1er octobre. Et encore merci et je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous. Très bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.